Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, on va parler littérature. Alors, vous devez sûrement être en train de finaliser les préparatifs de Noël, à moins que vous ne soyez déjà au chaud sous la couette. Eh bien, pour vous accompagner pour ce réveillon, on vous a préparé une sélection de livres à mettre sous le sapin. Mieux encore, des livres à offrir ou à s'offrir sans se déplacer, puisque vous pourrez les télécharger et les écouter. Dans cette émission, on vous fera également découvrir un livre relatant la vie tumultueuse d'un personnage unique, un mathématicien et cryptologue britannique qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, a réussi à déjouer ce que l'on pourrait appeler l'informatique allemande. Mais je ne vous en dis pas plus. Le numérique pour tous spécial littérature, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir une philosophe et auteure. Elsa Boyer, bonjour. Vous enseignez à l'École des Arts Décoratifs de Paris et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui manquait à la littérature numérique, puisqu'il s'agit de la vie d'Alan Turing, paru aux éditions Les Pérégrines. Alors Alan Turing, tout le monde ne le connaît pas, mais dès qu'on le découvre, on peut plus s'en passer. C'est ce célèbre mathématicien anglais, pionnier de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et il est surtout connu pour le décryptage de la machine allemande Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander, Elsa, pourquoi Alan Turing est le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle ? Pour répondre, on peut rappeler quelques jalons de la vie et du travail d'Alan Turing. Donc effectivement, c'était un mathématicien anglais. En 1936, il a publié un article sur les nombres calculables. Et ce qui est particulier dans cet article-là, c'est que pour répondre en fait à un problème de mathématiques pure, il invente une machine, donc la machine de Turing. Donc il invente un modèle abstrait des appareils mécaniques de calcul. Ensuite, en 1939, il va être recruté par le renseignement anglais et à partir de là, il va travailler donc à Bletchley Park dans la hutte 8 et là, avec d'autres hommes et d'autres femmes, il va travailler donc au décryptage des messages de l'armée allemande nazie et notamment dans le cadre de la bataille navale. Et après la guerre, Turing va travailler encore auprès des ordinateurs et notamment auprès de 2 ordinateurs anglais. Donc il va travailler pour préparer les plans de l'ACE, qui était l'Automatic Computing Engine du NPL, qui lui était le National Physical Laboratory. Et ensuite, il va être embauché à l'université de Manchester, là aussi pour travailler sur un ordinateur qui s'appelle le Mark I. Donc en fait, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il va vraiment traverser les 2 champs où s'est constitué l'ordinateur, donc le domaine militaire et puis le domaine de l'université. Et ce qui est particulier aussi avec Turing, c'est que déjà dans les années 30-40, il considère l'ordinateur donc non pas seulement comme un supercalculateur, comme c'était souvent le cas à l'époque, mais il le voit déjà en fait comme une sorte de machine universelle, c'est-à-dire une machine qui serait capable de répliquer, d'imiter le fonctionnement de n'importe quelle autre machine à partir du moment où on lui fournit les instructions qui décrivent le comportement de cette machine à imiter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut un peu imaginer à l'époque ces bureaux où on a cette grosse machine qui est la machine Enigma, donc qui va envoyer des messages et qui est codée. Et on a toute une armée de femmes qui sont autour d'Alan Turing, donc qui apportent sur papier certains éléments de la machine. Et puis les informaticiens, les hommes, sont en train de les traiter. Décrivez-nous un petit peu cet environnement parce que c'est très caricatural et c'est assez fascinant quelque part. Oui, alors c'est quelque chose qu'on retrouve en Angleterre, mais pas seulement. On le retrouve aussi aux États-Unis au moment de la guerre, donc avec un autre ordinateur qui s'appelait l'ENIAC. En Grande-Bretagne, c'est avec le Colossus. Et effectivement, à Bletchley Park, en fait, les femmes étaient des opératrices et des programmeuses en un sens, mais au sens où elles branchaient, débranchaient, rebranchaient les câbles, vérifiaient qu'il n'y avait pas de problème avec les tuyaux. Elles préparaient les données, elles entraient les instructions dans la machine, elles relevaient ensuite les résultats, alors que les hommes, en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, étaient eux en charge du design et de la fabrication du hardware, donc du système de la machine. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les ordinateurs, ils se sont vraiment développés dans une hiérarchie de travail qui était une hiérarchie genrée, où les hommes et les femmes n'avaient pas du tout le même statut. Et ces femmes, on les appelait souvent en fait des big room girls. Donc c'est cette masse de, même pas des femmes en fait, des filles, le terme girl, donc c'était une masse de filles anonymes qui travaillaient au contact des machines. Et ce qu'on repère aussi, c'est que souvent dans ces textes qui décrivent leur travail, on relève un vocabulaire nourricier.
Donc on dit que ces filles nourrissaient, alimentaient les machines en données, et on se rend compte que ce vocabulaire nourricier, en fait, ça servait à dévaluer aussi et à invisibiliser toutes les compétences techniques que ces femmes ont dû acquérir pour travailler auprès de ces machines. Mais on sent que déjà il y a une problématique de genre. J'ai envie de faire une analogie, alors peut-être est-elle maladroite, mais aujourd'hui quand on pense à tous les assistants numériques, ils ont souvent des voix de femmes et des prénoms de femmes. On pense à Siri, à Cortana ou à Alexa. Pour vous c'est un hasard ou alors c'est un conditionnement où quelque part ces assistantes sont conditionnées vers des tâches un petit peu subalternes? Non, c'est pas du tout un hasard, c'est qu'en fait à partir du moment où on conçoit une technologie comme étant plutôt une technologie assistante, on a de fortes chances pour que cette technologie soit féminisée, puisque traditionnellement les tâches de service, de soins et d'assistance ont été réalisées par des femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec le numérique, et on voit que même si c'est des technologies qui sont par certains endroits radicalement nouvelles et révolutionnaires, elles vont pas forcément dans le sens du déplacement des catégories et des hiérarchies de genre. Alors Elsa, on parle beaucoup en ce moment, ça défraie la chronique, de l'intelligence artificielle, mais notamment de ChatGPT, cette intelligence générative. Comme les algorithmes sont programmés par des hommes, vous n'avez pas peur qu'en fait les réponses qui sont les réponses de ces intelligences génératives soient plutôt masculines que féminines? Est-ce qu'il y a peut-être un biais culturel qui peut s'immiscer dans ces réseaux? Alors c'est pas tellement qu'elle serait plus masculine que féminine, mais c'est-à-dire que le système de ChatGPT, donc qui génère du contenu textuel à partir d'une énorme masse de données et à partir d'opérations mathématiques, ChatGPT, en fait, il va recueillir à travers les données qui le constituent des biais de genre. Et comme c'est un modèle qui prédit la suite de mots ou le mot le plus probable qui va arriver après tel ou tel mot ou tel groupe de mots, forcément, si dans ces données d'entraînement, il a recueilli que tel mot était souvent associé à tel autre, ça c'est des choses qui vont ressortir. Donc par exemple, si dans les données d'entraînement il y a l'adjectif fort qui a souvent été associé à une personne masculine, et le mot douceur souvent associé à une femme, ou bien des activités d'intérieur associées à des femmes, des activités d'extérieur ou économiques associées à des hommes, c'est des choses qu'on va retrouver dans les contenus que génère ChatGPT, et il génère énormément de contenu. Et j'ai fait un petit test, je vous le livre, pour préparer l'émission. Alors je l'ai utilisé en anglais, et j'ai demandé à ChatGPT, donc c'est exactement le même prompt dans les deux cas, de rédiger une lettre de motivation pour une personne qui postulerait en école d'art à un poste de théoricien ou de théoricienne. Donc juste parenthèse, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ChatGPT, c'est une interface sur votre ordinateur. Voilà. Vous mettez dans une petite case ce que l'on appelle le prompt, c'est-à-dire que vous formulez votre demande avec le plus de détails contextualisés, c'est-à-dire je souhaiterais que tu m'écrives une lettre si je suis une femme plutôt sympathique, voilà, écris-moi en 200 mots cette lettre, et il va vous générer le texte. Donc je voulais repréciser pour contextualiser justement et comprendre. Tout à fait. Donc moi je lui ai donné la même requête dans les deux cas, en changeant simplement le terme homme ou femme. Et alors donc dans le cas de la lettre de motivation de l'homme, il s'agissait d'exprimer un fort ou un vif intérêt pour un poste. Quand c'était dans la lettre de motivation de la femme, c'était exprimer son enthousiasme. Donc on voit que c'est pas le même registre. Et de la même manière, quand l'homme faisait valoir ses expériences d'enseignement, dans la lettre de motivation, on disait qu'il avait appris dans son expérience d'enseignement à développer l'intelligence critique de ses étudiantes et étudiants. Et dans le cas de la femme, c'était qu'elle avait appris à développer la curiosité de ses étudiantes et étudiants. Donc on voit que c'est pas du tout le même champ sémantique qui est mobilisé dans les deux cas, et on voit bien qu'il y a des biais de genre qui s'expriment dans ce cas-là. Alors peut-être j'aurais dû préciser ma requête et lui demander 100 biais de genre. 100 biais de genre, par exemple. Et voilà, j'essaierai la prochaine fois. Alors on va revenir sur Alan Turing, parce que c'est aussi un homme dont la vie tragique a été marquée par la persécution liée à son orientation sexuelle, puisqu'il était gay. Pour vous, dans quelle mesure, malheureusement, son orientation sexuelle l'a pénalisé dans sa vie de mathématicien, et surtout au niveau des instances politiques? Alors en fait je pense que ça l'a quand même énormément pénalisé, puisqu'il a été condamné en 1952, il a été condamné pour gross indecency, donc pour outrage à la pudeur. Il a plaidé coupable, il a été jugé coupable, et ensuite il a eu le choix entre soit passer 1 an en prison et perdre le poste d'université qu'il venait tout juste d'avoir, quand même après un long moment d'attente, ou bien choisir pendant 1 an de suivre un traitement hormonal qui était qualifié de castration chimique. Donc le but, c'était de supprimer les désirs ou la libido. Et cette castration chimique, elle était conçue comme une féminisation hormonale, puisque c'était des injections d'oestrogène, donc il y a un groupe d'hormones féminines.
Et il a choisi ce traitement-là qui, évidemment, a eu des effets. Et ça l'a évidemment pénalisé dans sa vie et dans son travail. Dans ses lettres, on se rend compte aussi qu'il était soumis à une surveillance policière très forte. Par exemple, à un moment, il est allé passer des vacances en Norvège pour rencontrer des hommes, d'ailleurs, parce qu'il avait appris qu'il y avait des lieux de danse qui étaient réservés aux hommes là-bas. Et un des hommes qu'il avait rencontré là-bas et a voulu lui rendre visite ensuite à Manchester. Et dans une lettre, il explique qu'il n'a pas pu voir la personne parce qu'il s'est rendu compte qu'il était surveillé par la police et qu'il voulait éviter une nouvelle condamnation. Et ce que montre un peu la grande biographie d'Andrew Hodges sur Alan Turing, c'est que c'est la place qu'il a occupée, le travail qu'il a fourni dans le renseignement britannique qui l'a rendu vulnérable en fait à ce genre d'accusations-là. Et Elsa, vous qui avez vraiment étudié en profondeur la vie de cet homme, pour vous, c'est quoi la véritable question que pose sa vie? Parce qu'elle est traitée de manière très romanesque, que ce soit à travers votre livre, à travers certains films. Qu'en retenez-vous? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce parcours de vie? De ce parcours de vie, je dirais deux choses. C'est déjà de faire attention à la manière dont on formule la question de l'intelligence artificielle. Turing, lui, il parle pas d'intelligence artificielle, il parle d'une machine qui pourrait, si elle est programmée d'une certaine façon, imiter dans un jeu de l'imitation des activités qu'on associe traditionnellement à la pensée humaine. Et je pense que dans cette manière de formuler la question, il remet en jeu toutes les médiations, toutes les structures qu'on a tendance à mettre complètement de côté en parlant directement d'intelligence artificielle. Et ensuite, je pense qu'il nous montre aujourd'hui quelque chose de très important, c'est que par exemple avec les algorithmes, on est capable d'identifier dans des masses de données très précisément des motifs ou des groupes de population, mais est-ce que politiquement on va s'en servir pour rendre encore plus vulnérables certaines catégories de personnes ou bien au contraire pour leur donner une plus grande capacité d'agir ou de stabilité? C'est une question qu'on se pose suffisamment aujourd'hui ou alors le pouvoir politique justement de cette intelligence artificielle? On se la pose, oui, mais on se la pose sous forme de peur ou de fantasme de remplacement, alors que la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est politiquement qu'est-ce qu'on veut en faire. On a notre héros des temps modernes aujourd'hui, Sam Altman, qui a défrayé la chronique, qui est un acteur essentiel de OpenAI, qui est justement à l'initiative de ChatGPT. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre la vie de Sam Altman et celle d'Alan Turing, sur des visions qu'ils défendent et sur une façon de définir l'orientation de l'intelligence artificielle? Je pense que c'est deux orientations extrêmement différentes parce que chez Alan Turing, le modèle pour lui qui façonne cette éventuelle pensée des machines, c'est vraiment le modèle de l'université et de l'apprentissage universitaire. Sam Altman, c'est vraiment une logique de l'entrepreneuriat. Donc on voit à quel point aussi le champ de l'intelligence artificielle a complètement bougé. Et ensuite, non, pour OpenAI, ce qu'on pourrait rappeler, c'est que justement, avec tout cet imbroglio de limogeage et de retour de Sam Altman, dans le processus, il y a quand même les deux seules femmes du conseil d'administration d'OpenAI qui ont disparu pour l'instant du conseil d'administration. Voilà, c'est assez révélateur aussi de certaines logiques. Une histoire à suivre. Pour conclure, Elsa, donc Alan Turing s'est suicidé, dit-on, en croquant une pomme qui aurait été trempée dans du cyanure. Et on dit que cette pomme aurait inspiré le célèbre logo de la firme Apple. Quelle est votre position sur le sujet? Alors ça, j'avais regardé et Apple dit qu'ils se sont pas inspirés, que la firme s'est pas inspirée de la pomme d'Alan Turing, qui est extrêmement tragique, mais de celle de Newton, qui correspond à un type de récit beaucoup plus traditionnel de la technologie, de l'innovation et du progrès. Après, je pense qu'on peut voir effectivement la pomme de Apple comme un mélange entre cette pomme de Newton et la pomme autrement plus tragique de Turing. Par contre, je préciserais qu'en fait, la pomme, on ne sait pas du tout s'il y avait du cyanure dessus. Parce que ce qu'explique le biographe Andrew Hodges de Turing, c'est qu'il n'y a pas d'analyses qui ont été menées sur la pomme. On a retrouvé du cyanure dans le corps de Turing et autour de sa bouche, mais aucune analyse n'a été menée sur la pomme. Bon, à suivre. Je rappelle donc votre ouvrage paru aux éditions Les Pérégrines, Elsa Boyer, Alan Turing, c'est passionnant et vraiment à mettre sous le sapin. Merci beaucoup Elsa. Et si vous êtes amateur de nouvelles expériences littéraires et souhaitez les partager avec ceux qui vous sont chers, restez avec nous. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial littérature. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Mottet. Isabelle, bonjour. Vous dirigez la société Audible en France. Alors, Audible, c'est une bibliothèque de 850 000 livres audio à offrir ou à garder pour soi, que l'on peut écouter en transport, pendant le sport ou chez soi. Et toujours, on commence par une définition dans le numérique pour tous. Est-ce que j'ai bien défini ce qu'était un livre audio, Isabelle ?
Noël. Bonjour Vanessa. En fait, oui, un livre audio, c'est un livre qui a été publié au format papier ou numérique, qui est ensuite enregistré par un comédien ou une comédienne professionnelle pour être mis à disposition en version audio. Un livre audio, c'est comme avoir un ami à côté de vous dans la pièce qui vous raconte une histoire. Alors, c'est bien plus qu'un texte lu, parce que c'est une véritable expérience. Racontez-nous un petit peu en quoi consiste cette expérience dès lors qu'on a chargé ce livre. Oui, effectivement, c'est un exercice assez conséquent physiquement, puisque le comédien ou la comédienne est debout devant son pupitre et va essayer de retranscrire les émotions, les intentions de l'auteur, les caractères des personnages, simplement par la voix. Alors on peut aussi effectivement ajouter des enrichissements éditoriaux, comme de la musique originale, ou des techniques de son innovantes, comme du son binaural ou du son 3D, qui permettent vraiment d'immerger l'auditeur dans l'histoire. Et ça donne vraiment l'impression, en fait, d'être au cœur de l'action. Alors, j'ai envie de vous demander, c'est quoi, quels sont les best-sellers et les coups de cœur pour ce Noël 2023 ? On va commencer par les best-sellers ? Oui, alors dans les best-sellers, l'un des genres phares pour les auditeurs, c'est le policier, le thriller. C'est une valeur sûre et on va retrouver les titres des auteurs phares comme Franck Tilliez avec La Faille ou Harlan Coben, les grands maîtres du genre. Il y a aussi beaucoup d'œuvres de littérature et des romans. Vous pouvez tout à fait écouter le dernier prix Goncourt, Veiller sur elle, ou le dernier livre de Panayotis Pasco qui raconte dans un récit à la fois fictionnel et autobiographique son rapport à la mort et à la dépression. Alors il y a des choses aussi très contemporaines, on va dire. On peut même retrouver Thomas Pesquet ou alors Triste Tigre ou même Britney Spears dans votre bibliothèque. Oui, tout à fait. Les sujets d'histoire sont très populaires et les biographies, on le vend en poupe. Et on trouve aussi beaucoup d'ouvrages de fantastique comme la trilogie du Seigneur des Anneaux ou Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Et enfin, puisqu'on est à Noël et qu'on a envie de se faire du bien, on va aussi trouver beaucoup de titres de bien-être et de développement personnel comme les romans feel-good de Maud Ankawa. Alors, vous nous dites que vous faites appel à des comédiens professionnels pour plonger dans un univers un peu magique. Donnez-nous quelques exemples, parce que là aussi, il y a des monstres du cinéma, on va dire, qui prêtent leur voix à la lecture de vos livres. Oui, tout à fait. Chez Audible, on travaille avec plus de 250 comédiens et comédiennes professionnels qui peuvent venir à la fois du doublage, comme Benoît Alman, qui est la voix française de Morgan Freeman, ou des comédiens de la télévision ou du cinéma, comme Mélanie Doutet dans Le Chasseur de rats, qui est une création originale écrite pour l'audio, ou Catherine Deneuve plus récemment dans la série de podcast Marvel Wastelanders où elle interprète Black Widow. Bon, alors vos 3 coups de cœur à vous personnellement, Isabelle, à mettre sous le sapin? C'est difficile de choisir, mais dans mes coups de cœur de l'année, il y a un titre qui s'appelle Japon, les fleurs d'un monde flottant, qui est un voyage au travers des mythes japonais initié par Amélie Nothomb, et on la suit en fait au travers de ces mythes, et on a intégré dans cet enregistrement du son binaural. Donc par exemple, on va rentrer avec elle dans un temple, donc on peut entendre ses pas crisser sur le gravier, l'eau qui coule à gauche, le son d'un gong à droite, et ça vous permet vraiment d'avoir l'impression de rentrer avec elle dans le temple et de vivre l'instant. Excellent, excellent. Un autre ? Je me lasse pas. Dans un genre complètement différent, Marvel Wastelanders, donc une série de podcasts où les super-héros ont perdu la bataille contre les vilains, mais ils doivent reprendre du service pour sauver la Terre. Et pour cette série, on a fait appel à des duos d'horizons très variés, puisqu'on va retrouver José Garcia et Antoine Decaune dans la saison 1 qui est Star-Lord, puis Olivier Marchal et Assa Silla dans la saison 2, et enfin Catherine Deneuve et Stéphie Selma dans la saison 3. Waouh. Isabelle, on lit autant qu'avant, ou est-ce que l'activité sur les réseaux sociaux prennent du temps sur la lecture et on est moins disponible? Alors, ce qu'on observe, c'est que la lecture audio augmente chez les adultes principalement, parce que 31% des Français ont écouté des livres audio et c'est 4 points de plus que l'année dernière. Donc on voit une vraie progression de l'usage. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que la lecture audio progresse chez les moins de 35 ans, qui sont 51% en 2023 contre 29% en 2022. Donc un vrai engouement chez les plus jeunes qui ont tendance à plutôt laisser de côté la lecture traditionnelle ou y venir différemment. Et on lit plus parce que ça veut dire qu'on peut faire 2 choses à la fois, donc ça multiplie les occasions de consommer un livre audio. Quand on lit un livre, on l'a entre les mains, c'est difficile de faire 2 choses à la fois. Là, effectivement, on peut circuler dans le métro ou faire du sport et lire un livre audio, c'est compatible? Alors c'est vrai que la lecture audio peut se pratiquer en faisant une autre activité. On peut lire en faisant la cuisine, en faisant le ménage, enfin écouter en tout cas un livre en faisant le ménage ou une autre activité. Mais
de plus en plus, on va vers un temps dédié. Plus de 80% des personnes écoutent à la maison et 60% en soirée après 18h, donc vraiment installés pour écouter un livre audio comme on pourrait regarder un film ou une série télévisée. Et les enfants consomment aussi vos livres audio ? Les enfants consomment aussi des livres audio parce que les parents sont prescripteurs évidemment et c'est aussi un temps où ils sont loin des écrans et on observe que 56% des enfants écoutent des livres audio et encore une fois les moins de 35 ans et particulièrement les 15-19 ans vont de plus en plus vers ce type d'écoute. Alors la question est évidente parce que dans quelques heures on va célébrer le réveillon de Noël. Est-ce qu'on peut se les procurer facilement ? Comment ça se passe si on veut récupérer un livre audio ? Et en plus si on n'a pas fait ses courses, je pense que c'est très pratique. Oui, tout à fait. Alors on peut se les procurer facilement soit sur le site audible.fr, soit sur l'application qui est disponible à la fois sur iOS et sur Android. Il y a un essai gratuit de 30 jours qui vous donne droit à un titre dans l'intégralité du catalogue. D'accord. Il y a plus de 19 000 titres en français qui sont disponibles. On va trouver des livres audio, des podcasts et des créations originales. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc il suffit de s'inscrire ou d'utiliser son compte Amazon pour se connecter et ensuite on a accès à l'intégralité du catalogue. Donc ça veut dire que je peux l'offrir dès ce soir sans avoir à me déplacer à qui je veux. Je peux offrir des livres. En plus, dès ce soir. Si je suis maline, je peux leur offrir gratuitement, c'est ça ? Tout à fait. Dès ce soir sur votre smartphone ou une tablette, vous pouvez tout à fait y accéder. On a une petite idée de qui sont les lecteurs ? Est-ce qu'il y a une démographie particulière ? En fait, les profils des auditeurs sont très variés puisque le catalogue est vraiment extrêmement varié. Donc, il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a autant des parents que des enfants, que des familles qui vont écouter. Donc, pas vraiment de profil type. Isabelle, un dernier coup de cœur, allez, parce que je me lasse pas des histoires que vous me racontez. Un dernier coup de cœur, Killer Social Club, qui est un thriller haletant en fait, qui parle d'une société secrète qu'un flic infiltre. On vient de sortir la saison 2 avec Vincent Elbaz et Fred Testo. Donc beaucoup de suspense en perspective. Très bien, merci beaucoup Isabelle Mottet, je rappelle audible.fr. Très bien. Merci Vanessa. Elsa, pour finir cette émission, vous qui êtes philosophe et avec qui on va prendre un petit peu de recul, il y a toujours une frénésie en fonction de l'actualité et là on l'a entendu avec l'intelligence artificielle. Quel serait votre conseil de philosophe, on va dire, pour ne pas s'embarquer avec perte et fracas dans toutes ces nouvelles technologies et prendre un tout petit peu de hauteur pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises et comment les appréhender ? Je pensais de se rendre compte déjà que la manière dont on les utilise aujourd'hui, c'était pas radicalement nouveau au sens où on a toujours extériorisé certaines de nos facultés, certaines de nos compétences ou de nos activités. Et là, voilà, c'est de nouvelles compétences qu'on extériorise aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut revenir un peu à l'histoire, à toute une histoire de l'automatisation pour comprendre vraiment ce qui se joue aujourd'hui et même politiquement aussi dans ces technologies-là. Donc moi, ce serait mon conseil. Et aux jeunes générations, un conseil, puisqu'elles se lancent sans mode d'emploi forcément dans ces nouvelles technologies ? En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir un point de vue catastrophiste, il ne faut pas les diaboliser. Je pense qu'aux jeunes générations, il faut juste dire vous avez au moins 2 types d'attention. L'attention qu'on appelle profonde, qui est celle qui est plutôt mobilisée par la lecture d'un livre, et l'hyperattention, qui est plutôt mobilisée par justement les réseaux sociaux, qui est plus de l'ordre de la réaction. Les 2 sont bonnes à prendre et il faut juste se souvenir de mobiliser et d'entraîner ces 2 types d'attention. Eh bien, merci beaucoup. Pour conclure, je n'ai qu'un mot. Lisez. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël et je suis ravie d'avoir partagé cette année avec vous. On se retrouve pour le réveillon du 31. D'ici là, prolongeons la discussion sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.